On dit que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. On dit qu'ils sont toujours en retard. On dit que toujours c'est eux qui demandent gros salaire. Et puis, il y a beaucoup de choses encore qui ont été dites. Mais comme nous, les femmes d'ici, nous sommes très pragmatiques, on s'est dit, d'accord, vous dites ça dehors. Venez nous trouver ici dans notre organisation. Venez nous dire ça en face. Ça va se passer tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Je rappelle que votre émission favorite, votre émission préférée, l'émission en question, l'émission de la planète Terre, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 13h05. Les filles, je ne vous sens pas aujourd'hui. Ah. Aïe, on est là. Non, mais je sens pas, je sens pas. Le sujet est tellement délicat que... Non, j'ai reçu un coup. Hein. Est-ce qu'on peut d'abord entendre tout? Qui s'envole, hein. En tout bleu. Mais voilà. Là, maintenant, je vous retrouve. Il y a besoin que vous êtes en train de réfléchir, de toute façon. Hein. On dit quoi, ça va? Ouais. Ça va très bien. Alors, on a déjà nos invités en plateau, parce que je sens que l'émission sera longue. Longue et large. Alors, il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut plus parler sans interprétation. En tout cas, surtout toi, là. Bonsoir, comment allez-vous, chère amie Colette, ça va? Alors, je rappelle que nous sommes avec Lady Alice, que je vais demander d'applaudir, s'il vous plaît. Lady Alice, à ma gauche. Kissinger Sako, à ma droite, président d'ONG. Et Annie Kedvige, DRH. DRH, Alors, avant même de parler avec nos invités, je vais parler avec vous, les filles. Vous avez entendu le sujet, là, non? Sur Internet, on dit que les Ivoiriens n'aiment pas travailler et tout ça. Alors moi, j'étais tellement choquée que je me suis demandé sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. D'accord. Donc j'aimerais savoir, quoi. On le saura tout à l'heure. Aurélie? Bon. Je suis mitigée sur la question. Autant il y a des personnes... Non, parce que là, nous sommes dans un débat intellectuel. Donc il faut changer, hein. Voilà. Crescendo. Je suis mitigée sur la question parce que autant il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas forcément de la chance, ils ont fait des longues études et aujourd'hui, ils tapent un peu à toutes les portes et ils ne sont pas embauchés. Autant il y en a d'autres aussi qui, malgré tout leur potentiel, ne l'exploitent pas et ne vont pas vers d'autres personnes, ils ne forcent pas les choses. D'accord. Donc je me dis qu'il y a 2 poids 2 mesures, il faut quand même analyser. On va en parler. Didjous? Moi, je pense qu'il y a autant de... On ne peut pas dire que les Ivoiriens n'aiment pas travailler sur la base d'expérience personnelle, en fait. Voilà, je pense qu'on ne peut pas juger un peuple avec l'expérience de 10 personnes ou de 15 personnes avec lesquelles on a travaillé. OK. Mais je pense que si on estime que certains employés ne sont pas bons, c'est qu'il y a des employeurs aussi qui ne sont pas bons. Qui ne sont pas bons, ça marche. Alors pour l'instant, on va aller voir ce que les Ivoiriens pensent, hein, mais on a tourné la question, on a formulé la question autrement et on vous a demandé aujourd'hui quelle discipline impose le travail et on vous écoute. S'accrocher au travail, aimer son travail, et puis bon, ne pas tricher, comme je le dis. Parce qu'il faut démontrer que quelque part, vous méritez, vous avez la valeur. Il n'y a pas à raser le mur pour dire quelque chose. Et si vous trichez, demain, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Donc il y a lieu de se mettre au travail. Il y a lieu de prendre à deux mains le travail que vous êtes en train de faire. Pour moi, pour pouvoir mener à bien son travail, d'abord, il faut avoir l'amour du travail. Parce que quand tu n'as pas l'amour, ben, tu le fais comme ça. Mais quand tu as l'amour, tu te donnes à fond, tu fais ce qu'il faut. Bon, pour moi, c'est l'amour du travail. Je vois que quand quelqu'un veut être paresseux, il reste paresseux. Mais quand tu veux lutter pour ta vie, pour pouvoir subvenir à tes besoins, tu arrives à lutter. Il faudrait que la jeunesse d'aujourd'hui se mette au travail, il redouble beaucoup d'efforts
et puis être assidu aussi au cours. Et puis l'histoire de se mettre au travail, ce n'est pas que aujourd'hui il n'y a pas de travail en tout cas en Côte d'Ivoire, mais seulement que c'est les paresseux qui disent qu'il n'y a pas de travail. Sinon, si tout le monde se mettait au travail comme les autres, je pense que tout le monde allait arriver au moins à faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Ouais, je pense qu'on a quand même on a des réponses. Ouais, pas mal de réponses. Alors donc, je vais situer le contexte. Il y a quelques semaines, Lady Alice, que voici, a fait un post sur les réseaux sociaux où elle a dit que les Ivoiriens n'aimaient pas travailler pour plusieurs raisons qu'on va essayer de détailler ici. Ce qui est intéressant dans ça, et ce qui me plaît dans ce débat-là, c'est que Lady Alice est ivoirienne. C'est-à-dire que si elle était d'une autre nationalité, là, on allait venir dire hey, xénophobie, nanana. Elle-même, elle est ivoirienne. Donc, c'est entre nous, on va se braiser ici. C'est mieux, non? C'est quand même sans famille, nous tous, on se conseiller. C'est mieux. Donc, c'est notre sœur ivoirienne. Ne vous inquiétez pas pour ça. Même si son français est un peu... C'est la même chose, là. On est ensemble. Kissinger Sako, qui est quelqu'un de très, très présent sur les réseaux sociaux, a eu à faire une réponse face à son poste. Et il a expliqué le fait qu'il n'est pas très d'accord avec ce qu'elle dit. Donc, je lui ai dit, bon, Kissinger, viens aussi. Tu vas nous dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Et il fallait, normalement, prendre une DRH qui est en entreprise pour nous dire exactement comment les choses se passent. Lady Alice, ça va? Très bien. On dit quoi? Ça va. Après ta dernière publication, ça va? Les gens ne t'ont pas trop attaché? Je m'en sors quand même. Tu t'en sors. Mais en tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein? Oui, surtout. Surtout ça. OK, donc dis-nous, d'où est parti le poste? On voit le poste... on peut nous montrer le poste, s'il vous plaît, la régie? OK, voilà, elle a dit ma difficulté à travailler avec les Ivoiriens. Et puis c'était acte 1, ça veut dire que c'est long métrage, c'est film, même elle a fait série même. Alors, entre autres, ils sont axés sur le salaire qu'ils doivent recevoir et produisent très peu en performance. Ils travaillent à partir de 9h et à 16h, ils quittent déjà. Tu l'appelles à 7h, il ne peut pas répondre parce qu'il dort. Il y a trop d'excuses pour être absent, soit les embouteillages, soit la maladie, ma maman, mon papa, tout ça. Si c'est une femme mariée, tu es mort, il peut avoir 10 jours d'absence sur 24 jours de travail. En tout cas, il nous a assumé. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, dis-nous, Lady, c'est comment? Comment tu fais un poste comme ça, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était comme un ras-le-bol, quoi. Parce que, d'abord, il faut dire, avec mon expérience personnelle, et ensuite, avec les témoignages des personnes. Des personnes? Oui, il faut noter. C'était quoi ton expérience personnelle? Mon expérience personnelle? Bon, moi, personnellement, je travaille au Ghana. J'ai mes entreprises au Ghana et quelques petites affaires en Côte d'Ivoire. Le Ghana, c'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Et là, depuis 10 ans, j'emploie Ivoiriens et autres nationalités. Ce sont des remarques que j'ai eu à faire depuis tout ce temps et j'ai trouvé bon maintenant d'en parler. Et la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir au bureau pour la résolution de leurs problèmes en business en parlent aussi. Et c'est un fait très récurrent qu'on doit toujours chercher la solution. C'est pourquoi j'ai décidé comme ça. À 21h, j'ai posté parce que j'avais passé une journée très chargée de plaintes et de... Voilà, donc je dis, voilà, il faut que je parle de ce sujet. Je l'ai posté comme ça. Et puis voilà, ça, tu es arrivé ici chez les femmes d'ici. Voilà. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu en penses, Kissinger? Bon, je pense que maintenant, c'est assez clair. Elle a bien expliqué. Sinon, à la base, c'est comme si elle avait été en contact avec plusieurs Ivoiriens pendant un très bon moment. Et en fait, moi, ce qui m'a fait réagir, c'est quand même le ton que j'ai trouvé un peu condescendant. Voilà, c'est ce qui a attiré mon attention. Et puis après, je me dis, c'est quelque chose qu'on sait. Aujourd'hui, notre environnement fait qu'on a le sentiment que la promotion est faite au manque d'efforts. On a tellement vu de personnes atterrir sur la scène, avoir, je ne sais pas, de la popularité, avoir du boulot, avoir de l'argent, sans fournir beaucoup d'efforts, qu'on a le sentiment qu'on peut tout avoir sans fournir d'efforts. Et donc ça peut avoir un impact sur l'ensemble de la jeunesse qui se retrouve en entreprise ou à travers des activités informelles. Les gens sont devenus friands du moindre effort. Ça, on le reconnaît. Mais en même temps,
on ne peut pas justifier le manque de rendement par le manque de performance de l'employé uniquement. L'employeur aussi a sa part de responsabilité. Donc c'est sur ces points-là qu'on n'a pas été en phase. D'accord. Donc tout à l'heure, on va en parler. Qu'est-ce que la DRH dit quand elle voit ce poste-là? Quand je vois ce poste, je suis choquée. OK. Je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord, mais je pense que la généralité du thème m'a choquée. Parce que je pense que le nombre de personnes qui a permis à Lady d'affirmer ça, ce n'est pas un échantillonnage représentatif. Je suis d'accord avec M. Sako pour dire que beaucoup de amis, vous deux, on sait que beaucoup de choses. On sait que vous deux. Je rejoins Lady tout à l'heure. Je suis d'accord pour dire que beaucoup de choses aujourd'hui ont montré de la facilité. On a vu des personnes à des niveaux sans effort. Peut-être qu'on n'a pas su. Peut-être que les efforts se sont faits en dehors de nos visibilités. Mais effectivement, c'est pas faux de dire que la facilité s'est installée et la recherche de la facilité s'installe de plus en plus. Wow. Mais les Ivoiriens n'aiment pas travailler. T'es pas d'accord? Dans la globalité, non. On va écouter. Je vais juste répondre à Kessinger Sako qui parlait de la jeunesse aujourd'hui qui est beaucoup plus poussée qui aime la facilité. Moi, je dis aussi que les personnes d'un certain âge dans les boulots, peu importe le travail aussi, ont ce sentiment d'avoir ce pouvoir-là parce qu'ils sont justement âgés et qui refusent des fois des remarques, qui refusent qu'on leur donne des ordres, surtout quand le patron peut être jeune. Alors, et ça, je pense que ça, c'est propre au système francophone. Parce que quand vous allez dans les pays anglophones, d'où la dame vient, même si le patron a 14 ans, il reste le boss. On l'appelle boss. On l'appelle même « cher, please, boss ». On se rabaisse même on prend, comme on dit, à la limite, c'est standing ovation. Waouh, le patron arrive, tout le monde est content. Mais ici, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a ce problème-là. Même, je vais vous donner un petit exemple en tant que femme de ménage. Quand tu prends une fille plus jeune, c'est plus facile de lui donner des directives, mais quand tu prends une femme beaucoup plus âgée, ça devient très compliqué parce qu'elle a l'impression que tu es plus jeune et que tu ne donnes pas autant. Voilà, on met beaucoup plus de respect en avant ici en Afrique peut-être. Voilà, en Afrique francophone. Francophone, je pense que la facilité, elle est installée, la facilité, mais aussi... c'est pas forcément la jeunesse, c'est un peu ancré aussi dans le ancré. Moi, je me dis, est-ce que aussi la motivation de l'employeur ne dépend la motivation de l'employé ne dépend pas aussi de la motivation de l'employeur lui-même? Parce qu'en fonction de ce que l'employeur te donne comme directive, en fonction du leadership qu'il a, ça peut aussi encourager l'employé à donner le maximum en fait. Est-ce que souvent, c'est pas parce qu'on a entre guillemets, de mauvais employeurs que aussi les employés sont souvent frustrés? Alors, oui, Lady va répondre à ça parce qu'elle a parlé justement des employeurs dans son texte. Oui. Dis-nous. Moi, je pense pas. Selon moi, on ne vient pas dans un travail en fonction de l'employeur. On vient dans un travail pour apporter son expertise. On vous a embauché pour pouvoir donner quelque chose de vous-même. Alors, on enseigne aux jeunes dans les universités que c'est comme si l'employeur sera quelqu'un qui va vous emmener à atteindre vos objectifs. Non, il faudrait que l'étudiant, l'employeur lui-même prenne conscience... L'employé? Oui, l'employé lui-même prenne conscience qu'il a un rôle à jouer. Et que l'employeur soit là ou pas, il doit s'appliquer à jouer ce rôle. On attend trop des gens, on attend trop de l'autre. On ne doit pas le faire. Je suis employée... Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut prendre en compte la motivation du personnel. Je suis d'accord. Yeah. On est embauché pour faire un travail. Il faut le faire. Mais je pense que de plus en plus des entreprises, on n'attend pas avoir un salarié qui fait juste ce pourquoi il est là. Ça ne suffit pas. On doit pouvoir tirer beaucoup plus, mais avec le cœur. J'ai envie de dire qu'il faut envoyer l'employé à donner un peu plus. Parce que je commence à travailler à 7 heures. Je finis à 17 heures. Entre 7 heures et 17 heures, est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Je reçois des gens, oui. Mais je les reçois comment? Est-ce que j'y mets de mon cœur? Et ça je pense que de l'employeur, c'est ça? L'employeur peut développer des stratégies qui vont emmener l'employé à se sentir, à s'approprier la chose et aller au-delà de ce qu'on attend juste de lui. Ça, c'est peut-être le propre des grandes entreprises qui vont peut-être faire des team building, qui vont
permettre aux employeurs en fait d'être forts de propositions qui vont demander aux employés, par exemple, il y a une situation où on doit faire une stratégie marketing, tout le monde vient, on fait des brainstorming, on trouve des solutions ensemble, on cultive l'esprit d'équipe. Ce qui fait que quand on cultive l'esprit d'équipe en individuel, tu te sens obligé de donner plus. Parce que tu sais que quand on va se retrouver ensemble, il faudrait que mes idées portent, il faudrait que je challenge même mes collègues. Mais le problème avec pour moi, le problème avec les entrepreneurs, c'est que on a envie qu'on nous appelle CEO. Oui. On a envie d'amasser rapidement de l'argent. On prend des gens à qui on ne donne pas un salaire correct, qu'on ne paye pas en temps et en heure. On prend des gens de qui on veut tirer le maximum, mais à qui on ne donne rien en retour. Et quand un employé n'a rien en retour, excusez-moi, mais il va dormir jusqu'à 9h et dire, moi, à 17h pétante, je rentre chez moi parce que c'est mon heure de descente. C'est là que je voulais... Ce point, par exemple, excusez-moi, sans vous couper, j'ai peut-être fait le tour rapidement. Par rapport à ce que Yasmine disait tout à l'heure, on peut être intif, on peut être moins âgé que son employé, mais si vous apportez du respect à votre employé qui est plus âgé que vous, naturellement, le respect sera réciproque. Ne vous dites pas que c'est une question de culture, que quand l'employé est plus âgé que l'employeur, il n'est pas apte à lui apporter le respect qu'il mérite. Je ne suis pas d'accord. Je pense que on ne peut pas dédouaner l'employé. Tout à fait. Mais je pense que l'employeur a une grosse responsabilité pour rejoindre Didia dans le management de ses équipes, que ce soit une grande entreprise. Que vous soyez 2 dans votre boutique, vous pouvez avoir votre boutique de vente. Vous n'avez jamais été commercial, vous n'êtes pas ingénieur commercial, vous avez une jeune fille qui bosse chez vous, vous avez des contacts. Il y a des personnes qui viennent dans votre boutique parce que ces personnes-là vous connaissent. Mais vous ne devez pas dire à votre commercial, mes amis vont passer acheter chez vous. C'est un exemple simple que je donne sur la capacité à gérer son employé. Donc, quand votre pote arrive dans votre boutique, même si vous savez bien que c'est par rapport à la relation qui vous lie à ce client-là, quand il va voir votre commercial, qu'elle se comporte bien, elle vend, quand vous rentrez dans la boutique et que votre commercial vous fait le point, « Ah, tanti, j'ai vendu à telle personne », dites-lui « C'est bien, bravo ». Ne lui dites pas, c'est mon ami, il m'a appelé pour dire qu'il vient chez moi. Ouais, ça, c'est des gens complexes. C'est la motivation, la reconnaissance. Je voulais répondre à ta première intervention que tu as eue. Tout à l'heure, on a parlé de... Je ne sais pas qui a parlé, j'ai un peu oublié, mais je rentre un peu dans le sujet. C'est-à-dire que nous, en tant qu'employés, on n'épouse pas la vision en fait de l'entreprise. Et quand l'employé refuse d'épouser la vision de l'entreprise, il ne peut pas s'imprégner en fait dans son travail correctement. Vous verrez dans certaines entreprises, quand vous arrivez même dans certains buildings, des gens qui disent « Ah, moi là, mon travail, c'est de répondre au téléphone. » Ça là, si ils ont jeté saleté devant la porte, que les clients se font laisser, le patron lui-même va venir constater. C'est-à-dire on ne s'imprègne pas à 100% dans le travail. Et je ne pense pas que ce soit lié au salaire. Je pense que c'est une question de personnalité. Il faudrait peut-être revoir le système des entreprises et apprendre, comme le disait Didia, aux propriétaires d'entreprises, ou je ne sais pas comment on les appelle en français, de pouvoir former son équipe. Par exemple, quand vous êtes directrice commerciale, vous avez le devoir de former l'équipe de tous vos commerciaux qui sont présents, mais vous avez certains qui sont motivés, certains qui sont moins motivés, parce que ça peut aussi jouer pour une question de paye. Mais je pense plus qu'on n'épouse pas la vision de l'entreprise et on se contente du petit carré dans lequel on est. Moi, je vais dire justement, pour enchérir un peu sur le côté employeur, moi, j'ai eu le même problème quand je suis rentrée du Ghana. Parce que j'ai fait 5 ans au Ghana. Quand je suis rentrée en 2014, j'avais du mal à travailler avec les personnes autour de moi. J'avais l'impression qu'ils étaient... Je ne sais pas si c'est le système anglophone qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'ils étaient toujours laxistes. C'est-à-dire, ils sont lents, on remet à demain. Voilà, demain, on va faire ça. C'est pas grave et tout. Et moi, ça m'énervait. Et le pire qui pouvait me tuer, c'est à midi, quand on ferme tout, on ferme ta boutique et puis eux tous vont manger. Et ça, moi, je dis, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas fermer un coin comme ça. Donc, mais j'ai compris que c'était pas leur faute. C'est le système qui est comme ça. Donc, moi, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez travailler avec moi, là, une personne va manger, l'autre est là. Jusqu'à ce qu'on grandisse au fur et à mesure. Maintenant, on a grandi et tout, il y a beaucoup plus de personnes, mais chaque mois, je donne des bonus à la meilleure employée. Donc, ça fait que maintenant, elles-mêmes sont en train de se galvaniser. Elles-mêmes, souvent, même là, on doit fermer à 17h, à 18h30, elles sont là-bas. Elle dit, non, madame, on est en train de... Donc, je pense qu'effectivement, la part de l'employeur, c'est de vraiment de motiver cette troupe. Non, mais motiver dans la motivation, au-delà de motiver, j'ai travaillé avec une dame. Nous, on travaillait, il arrivait des moments dans le mois ou dans les 3 mois
où on restait très tard au travail. Elle était là avec nous. Quand on quittait le bureau à 2h du matin, à 2h, elle était là avec nous. Ouais. Tu vois? Et quand c'est comme ça, tu vois que le propriétaire de son entreprise est là. Il s'implique lui-même. Il travaille au même titre que toi. C'est pas toi qui vas dire non, moi, il faut que je rentre chez moi, j'ai mon bébé ou j'ai quoi. Mais quand l'employeur te laisse à 17h et il rentre chez lui, et toi, tu dois bosser jusqu'à 2h du matin, finalement, tu vas penser à l'exploitation. Non, si, bien sûr, parce que moi, je suis une femme de terrain. Si, par exemple, on a un projet de construction, je suis là avec les contracteurs. Les ouvriers. On est là ensemble, on travaille, je donne les directives qu'il faut. Je ne suis même pas sur terrain comme une patronne. Je suis souvent en culotte, t-shirt et autres. Avec la boutique et autres, je vends même, je suis en train de faire le travail de commercial. Je fais toutes ces choses. Mais vous savez, avant que quelqu'un ne puisse épouser votre vision, il faille d'abord que la personne soit passionnée de cela. Il y a des gens qui viennent pour rien que le travail, rien que le salaire, parce qu'ils ont vraiment besoin de cet argent pour pouvoir s'en sortir. Et quand on rencontre ce genre de personnes, peu importe les motivations matinales, chanter le salut aux couleurs, peu importe, ils sont toujours pareils. Parce qu'ils ont besoin de cet argent, soit pour soigner maman, pour soigner enfant, pour le lait de bébé. Ils ont une autre motivation autre que de donner d'eux-mêmes. Ouais. Mais moi, ce que je voulais savoir, et je parle justement... Aurélie, on va juste marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Yeah. De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui, on a un débat, voilà quoi, comme en classe de haut niveau, voilà, comme on a l'habitude de faire, hein, voilà, sans trop de bruit. Nous là, ne jouez pas à nous. Il dit, ah bon? David, ça dit bruit. Ah bon? On ne joue pas à nous. C'est-à-dire que nous sommes des caméléons. Partout tu nous mets là, on prend la couleur. C'est tout à fait. Voilà. C'est-à-dire quand on veut du bruit, il y a du bruit. Quand on veut du politiquement correct, il y a du politiquement correct. Mais le bruit n'est pas forcément toujours désapprouvé. Moi, j'aime bien. Mais non, voilà. Il y a des débats qui se sont passés ici que j'ai suivis avec beaucoup d'attention pour lesquels on ne pouvait pas les faire sans ce bruit. C'est ça, c'est une émission bruitisée même. C'est comme ça. Donc, alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on parle des Ivoiriens qui n'aiment pas travailler. Nous sommes avec Kissinger Sako, Annick Edwige et Lady Alice. Alors, juste avant de partir en pub, Aurélie, oui, je t'avais Oui, alors j'ai une question pour Annick. Est-ce que souvent, en tant que DRH, nous, en tant qu'employeur, si on peut se permettre de s'appeler ainsi, on ne fait pas l'erreur souvent de recruter de la mauvaise manière. C'est-à-dire que souvent, on a soit une personne nous dit « Ah, mais j'ai un ami qui cherche du travail, tu envoies son CV, tu regardes, tu vois que la personne a peut-être un diplôme qui soit ce que tu recherches, et puis tu embauches la personne pour essayer. Ou bien, tu as aussi peut-être, on t'envoie plusieurs CV, tu regardes mal. Comment on fait pour analyser un bon CV et comment on fait pour savoir que cette personne-là est le profil idéal, sachant que souvent, il y a le côté psychologique qui est important pour savoir quel type de profil cette personne est, dans quel état d'esprit il est et tout. Est-ce qu'on ne devrait pas faire souvent appel à des cabinets de recrutement? Quels sont ces éléments-là? C'est exactement ce que je pense parce que je pense qu'un mauvais recrutement, ça se paye. Ça va se payer, ça a un coût. Quelquefois, on a peur effectivement de faire appel à ces cabinets spécialisés parce qu'ils ont des coûts également. Mais je pense que ça va se rattraper forcément parce qu'un mauvais recrutement, ça pèse sur l'entreprise. Et c'est parce qu'on s'est rendu compte effectivement que quelquefois, le choix du candidat se fait sur des bases différentes de la performance. Exactement. Oui. Quelquefois, on embauche quelqu'un parce qu'on veut l'aider. C'est pas mauvais en soi. Ça, en fait. Mais quand on embauche quelqu'un pour l'aider et que cette personne n'a que ça à l'esprit, comme Lady vient de le dire, ben, ne demandez pas à quelqu'un comme ça d'avoir de la motivation. Vous savez vous-même déjà à la base que vous l'avez embauché pour l'aider, ben vous l'aidez, puis ça va. Alors moi, je veux te répondre aussi. Je pense que le recrutement, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il faut le confier à des spécialistes parce que vous avez peut-être l'impression que de regarder vos pieds battre, ça ne sert à rien. Mais si, ça pourrait servir. Donc avec la description d'un poste, avec les attentes qu'on a sur un emploi, le profil du candidat va coller ou va pas coller. Donc il faut laisser des spécialistes le faire parce que ça a peut-être un coût, mais au finish, ça sera d'accord. Ok, on va laisser Yasmine ensuite. Alors, ce que je veux te dire, c'est que si tu emploies quelqu'un par complaisance,
sois sûr que ce sera la mauvaise graine de tes emplois. Mais tout le monde le fait, en fait. C'est ça, moi, je suis étonnée. Oui, non, parce que la personne va se donner une certaine attitude un peu différente des autres. C'est-à-dire que, comme le disait la dame, donc Adi le disait, à midi, tout le monde sort en même temps. Et si tu as la mauvaise graine, la mauvaise dit, oh, elle est partie, là, venez, on va tous sortir, on s'en fout, je la connais, elle aime bien ça. Et cette personne, en fait, finalement, ne te verra plus comme une patronne, mais plutôt comme une amie ou comme une sœur. Du coup, elle va influencer les autres employés. Et bien sûr, quand tu es employé, tu aimes bien la facilité. Il faut dire les choses aussi quand tu as la possibilité. Parce que tu ne pourras pas insulter, enfin, insulter, c'est un grand mot, tu ne pourras pas faire des remarques à cette personne, mais tu pourras faire des remarques aux autres. Et là, c'est là où des fois la mauvaise graine. Moi, j'ai vécu ça. Autant, oui, vas-y, tu fais des remarques autant. Hein. Il y a le côté humain de la chose aussi. Parce que moi, je n'ai pas été employée pour mes qualifications quand je commençais en entreprise. Je suis allée voir des personnes et j'avais des problèmes. Je les approche et je leur dis, voilà, je veux travailler dans votre entreprise. Voici ce que je suis capable de faire. On me donne l'opportunité d'entrer dans l'entreprise. Je commence à travailler pour ce pourquoi je suis là. Je me donne à fond, en fait, pour me faire remarquer et pour faire au-dessus même de ce que les autres sont en train de faire. Je veux dire, dans ce que vous venez de dire, par exemple, il y a le fait d'avoir un besoin. On ne dit pas qu'embaucher quelqu'un qui a besoin de travailler, c'est mauvais. Oui. Mais vous aviez besoin de travailler, mais vous avez quand même présenté des possibilités de faire, des aptitudes. Exact. Vous n'avez peut-être pas les compétences là sur le champ, mais les aptitudes, ça peut apporter de la compétence. L'entreprise peut former. Ouais. Mais déjà, il faut que la personne ait envie de le faire. Volonté, D'accord, je vais écouter la vidéo. Je pense sur ce point, parce qu'en même temps aussi, il ne faut pas censurer les personnes qui aident les jeunes ou d'autres personnes à avoir du boulot. Moi, je vais citer mon expérience personnelle. Mon premier job, après mon stage dans une banque, mon premier job dans une maison de téléphonie, c'est la femme du DG qui a envoyé mon CV. J'ai été à l'entretien. À la relation. Hein. Après, je suis allé... Dans ma vie, les femmes sont beaucoup intervenues. Hein. Oui. Donc, je suis allé à l'entretien. Après, j'ai fait un deuxième entretien technique. On m'a donné un exercice à faire. On m'a dit, on a notre siège au plateau. On va avoir une agence à Yopougon, une autre à Cocody. Fais-nous un schéma réseau informatique, mais les adresses IP et tout ça. Le directeur technique, M. Gilles Manquet, j'ai fait un test. Il a trouvé que c'était bon. Donc, au moins, tu étais qualifié. Pourtant, je venais de la... Mais non, même si, voilà, mais au moins, tu étais compétent. Après, ça, c'est un bon point, ça. Je change de boîte parce que la femme du DG de ma prochaine boîte aussi vient me donner une fiche de poste. Elle me dit, trouve un de tes petits pour aller travailler dans telle boîte. Je regarde le salaire, je dis, mais ça m'intéresse moi-même. Je vais faire l'entretien venant de la part de la femme du DG. Des femmes de DG, un court-circuit. On me retient. Je passe jusqu'à 15 ans dans cette boîte-là. OK, donc d'accord. Après, on peut aider. Oui. Maintenant, celui qu'on aide, si la personne est consciente, si la personne est bien formée, et ça, je pense que c'est un point aussi qu'on va aborder. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en quête d'emploi, mais il y a combien qui sont compétents? C'est ça. Oui. Ça. Il y a beaucoup de diplômés, mais il y a combien qui sont compétents? C'est ça. Alors, et donc ça, je pense que la DRH qui est là je vais poser une on va nous parler effectivement de la formation. Alors aujourd'hui, la jeunesse se pose beaucoup de questions. La première question qui revient, c'est que quand on va demander des stages, on ne nous prend pas, on nous demande déjà d'avoir de l'expérience. Quand on va aussi faire une demande d'embauche, on nous demande de l'expérience alors qu'on vient à peine de sortir de l'université. Où on trouve l'expérience? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène-là? Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Tout à fait. Non, mais parce que c'est grave. Je veux dire que sur ce point... J'ai été quand même directrice. Sur ce point, selon l'orientation de l'entreprise, les employeurs ne sont pas tout à fait au même niveau. Par exemple, chez nous, donner sa première chance, pour nous, c'est quelque chose de très important. Parce que tout le monde veut quelqu'un d'expérimenté, mais personne ne veut donner une première chance. Quelquefois, l'expérience, c'est censé être un élément pour avoir quelqu'un de plus sûr à un poste.
Mais moi, je pense que la volonté, la motivation, c'est encore mieux. C'est encore Parce mieux. qu'à quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui ne connaît pas, vous pouvez apprendre et ce quelqu'un-là devient un talent pour vous. Mais quelqu'un qui a un diplôme mais qui n'a aucune motivation, ça ne vous servira pas. Ce qui me plaît bien, on a parlé de formation. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes comment ils se forment en fait? Est-ce qu'ils pensent même à la formation? Je dirais que ça, c'est un gros problème parce qu'on a beaucoup de jeunes qui tapent à la porte. Mais je vous donne un exemple. Vous recevez quelqu'un en entretien. On est jeunes aussi, mais il y a plus jeunes que nous. Donc, vous recevez quelqu'un en entretien. Vous lui dites juste, excusez-moi, donnez-moi 2 minutes, je reviens à vous. Dans les 2 minutes qui suivent, pendant qu'elle vous attend, elle est sur Facebook. Vous la verrez rarement sur Google en train de rapidement prendre 2 informations sur l'entreprise. Vous commencez l'entretien, on vous a appelé, on vous a donné le nom de l'entreprise. Qu'est-ce que vous savez de l'entreprise? Rien. Sur ce point-là, par exemple, ça, c'est très bien dit. En fait, quand on parle de formation aujourd'hui, on va nous dire que, comment on appelle ça, on ne met pas à la disposition des apprenants ce qu'il faut pour bien les former. Mais aujourd'hui, on a tout sur Internet. Les gens passent plus de temps sur les médias sociaux que sur Google, par exemple, pour aller chercher des infos. Je me souviens, la formation... La fois dernière, on a fait une émission ici sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, et il y a un monsieur qui dit non, mais il y a des gens qui vont sur Wikipédia. Tout le monde dit, mais qui va sur Wikipédia aujourd'hui? On ne savait pas que ça existe, tout le monde est sur Facebook. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la formation, mais on doit pouvoir se former soi-même. Oui, exact. Alors, la question à 10 000 euros. Yasmine, s'il te plaît, on va laisser Lady rebondir sur la formation, parce que tu en as parlé dans ton texte. Oui, formation. J'ai l'impression que les gens ne sont formés qu'à la théorie, en fait. À la théorie? À la théorie. On embauche, par exemple, quelqu'un, un monsieur qui vient déposer son dossier pour être en gestion commerciale, par exemple, qui vient déposer son dossier pour être commercial dans une entreprise. Il sort tout droit de l'université. OK. C'est quoi la vente? Il récite. La vente, c'est comme si, c'est comme ça. Comment est-ce que s'opère une vente? C'est comme si, c'est comme ça. Mais mets-le en face d'un projet sur terrain. Il ne peut pas parce qu'il ne connaît pas. La formation dans nos universités et écoles doivent être accompagnées de pratique. Alors, ça, je suis d'accord avec vous. C'est maintenant qu'on va commencer. Vous devez un peu. Parce que ça, c'est l'acte 2. J'ai vu son poste, je crois, avant-hier. J'ai vu l'acte 2 parce qu'elle a fait l'acte 1 et puis l'acte 2. Dans l'acte 2, elle dit que les jeunes, quand ils sortent de l'école, ils n'ont que la théorie. Mais en même temps aussi, il y a 2 choses. Il y a la formation professionnelle. Il y a cette formation professionnelle-là qui est qualifiante. On vous apprend un métier. Il y a des formations vraiment théoriques que vous sortez avec un diplôme. Maintenant, après, quand vous sortez avec un diplôme, vous avez maintenant la possibilité d'apprendre. Dans les stages. C'est ça. Parce que quand vous faites de la pratique, sans la théorie, c'est que vous êtes un bricoleur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a appris sur le tas, je prends un électricien, vous avez votre compteur qui saute à la maison, il vient, il replace. Il y a un fusible qui brûle, il replace. Mais il ne va pas chercher pourquoi le fusible a brûlé. Je veux surtout parler... Ça, c'est la théorie qui peut être le sous-bassement de cette pratique-là. Donc, n'exclut pas la théorie. Moi, je veux surtout parler du niveau de formation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'employeurs ne veulent plus recruter des jeunes Ivoiriens qui ont eu une formation ici en Côte d'Ivoire, que ce soit dans des universités publiques comme privées, parce qu'ils estiment que le niveau n'est pas comme il faut. Ils préfèrent recruter des gens qui sont de l'extérieur. Mais en fait, c'est ce qui aussi crée la frustration. Pardon. Ça, par exemple, moi, j'ai vécu quand même une situation dans laquelle la boîte dans laquelle j'étais employait quasiment tout le monde. Et après, les gens ont vu que le rendement n'était pas ça. Ouais, c'est ça, c'est que des grands noms. Donc après, mais à la base, on donne la chance à tout le monde. Parce qu'après, moi, je veux vous répondre. Mais l'étudiant lui-même, il doit pouvoir vendre les promotions qui viennent après. Et je vous rejoins sur un point, mais tant qu'on donne la chance aux gens de s'exprimer, ce n'est pas tout le monde qui sort de Harvard. Oui, c'est sûr. Après, si l'étudiant lui, il est conscient de ce qu'il représente. Non, je pense que chacun doit prendre son destin en main, même en fait. Alors, moi, pour lui répondre quand tu vas terminer, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, je t'en prie. Je suis d'accord avec elle. Il y a au moins un point. Je suis d'accord avec elle. Il y a des gens qui viennent avec la théorie. Je suis ingénieur, communication, marketing. Il est avec un technicien qui est sur le terrain. Il n'a pas l'humilité. C'est ça le problème. Que le technicien a de l'expérience à lui revendre. Je suis d'accord.
C'est ça le problème. Ça, c'est bien dit. Je pense qu'on peut être d'accord. Ça, je suis d'accord, c'est très bien dit. Alors, je voulais revenir vers vous. Quand vous parlez de formation, il y va de la responsabilité de l'entreprise. D'abord, l'étudiant est censé faire des stages. Et les stages, c'est ce que vous appelez en anglais « work experience ». Quand vous allez dans les stages, vous apprenez à pouvoir apprendre en entreprise. Mais le problème, c'est que quand... Moi, c'est pas que mes filles étaient calées. Je veux pas être femme de il a porté cheveux rouges. Vous allez me prendre en bizarre. La fille, je suis fière de vous. Bon, nous sommes les femmes d'ici. Ce que je vais vous dire, bon, comme on ne peut pas parler en anglais, j'ai essayé de dire ça en français. Ouais, vas-y, essaye. Alors, quand vous prenez un employé, une jeune fille qui veut être commerciale, comme vous l'avez dit, elle va citer toute cette théorie, mais il y va de votre responsabilité de la former. Alors, la formation se passe à la pratique. Ah bon? C'est-à-dire que oui, moi, ce que je pense, c'est que quand tu veux former un commercial, c'est pas en lui disant, bon, il faut d'abord qu'il s'imprègne du produit, de tout ce qui va, les inconvénients, les avantages. Et puis, quand un commercial va en clientèle, il vend du rêve. Donc, il faut lui apprendre à discuter face à un client. Ah bon? Là, je suis pas... Face au client, l'attitude qu'il doit avoir. Parce que si le commercial n'est pas rassuré lui-même du produit qu'il propose, celui qui est en face va lui dire « Ok, j'ai compris » parce qu'il y a 10 commerciaux qui peuvent passer. Je pense qu'il y a des personnalités qui correspondent à des carrières. Des profils, oui. Pas forcément tout le monde peut demander à une personne qui est hyper timide d'aller vendre un produit. C'est pas qu'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas me demander d'être commercial chez moi. Vendre un produit parce que quand je vais m'asseoir devant toi, tu vas me dire c'est quoi, je te dis bon, le produit fait ci, ça, si tu veux, tu prends, tu veux, tu laisses. Alors que le commercial a très bien dit, l'obligation de te vendre le produit là, même s'il n'est pas bon. Alors moi je suis d'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'ils vendent du rêve. Non, mais justement, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis, la posture devant le client, ça c'est la théorie. La personne doit savoir la posture à tenir devant un client pour vendre un produit. C'est pas son employeur qui va lui dire. Moi, je suis d'accord avec toi et je vais te répondre. Les filles, c'est ça le problème. C'est débat politique. Non, c'est pas politique. Et c'est ça le problème. Peut-être que c'est ça le problème. Et donc, on va revenir à tout ce qu'on a dit dès le départ. On revient un peu dans cette petite bulle qui dit que les gens veulent travailler, mais ils ne sont pas qualifiés pour ce qu'ils veulent faire. Et donc, si tu le fais par complaisance ou bien parce que le CV a été bien joli, il y en a qui ont des lettres de motivation qui tuent. Tu dis, waouh, qui a écrit ça? À ce moment-là, la personne n'a même pas le profil de pouvoir aller en clientèle. Il tue ton entreprise. C'est un commercial qui ne se donne pas de joie. Moi, ce que je veux dire, en fait, à Yasmine, c'est que quand tu emploies un commercial, à la base, là, tu peux le former sur le produit que tu veux vendre. Mais tu ne peux pas le former sur sa manière de parler parce que il est censé te faire amener de l'argent. À quel moment si tu embauches un mauvais commercial, on se demande On va laisser la DRH répondre à ça. Non, une minute et quart, si tu permets, je te réponds. Quand tu es directrice commerciale, ta responsabilité est de lever le chiffre d'affaires de l'entreprise. On est bien d'accord? On est d'accord. OK. Et tu es censé dire au client qui est en face de toi que le produit que tu vends là, peu importe le produit, va aussi augmenter son chiffre d'affaires d'une manière ou d'une autre. Il faut former ton staff. Mais non, d'accord. Donc ça, c'est ce que tu dis. Je viens dans les pays anglais. Ça, c'est ce que tu penses. Par exemple, mais on va laisser la DRH. C'est pas ce que je pense, c'est ce que moi j'ai fait et j'ai eu des résultats. La DRH est mieux placée pour dire si c'est l'employeur qui doit former, l'employé doit se former lui-même. Comme quand il veut qu'elle réponde. Tout dépend du profil qu'on a recruté. Comme elle disait tout à l'heure, si vous recrutez quelqu'un pour l'aider, alors que cette personne-là n'est pas formée au commercial, vous allez commencer la formation à la base. Exactement. Mais si c'est un recrutement de quelqu'un que vous avez et qui est qualifié, vous allez quand même le développer en spécialisant sur votre produit. Parce que personne n'est formé pour toutes les activités. On est formé d'une formation théorique et une petite approche du métier. Maintenant, vous apporter à cette personne-là les choses qui sont spécifiques à votre métier. Vous avez peut-être une façon de vendre propre à vous. Vous avez des façons de vendre. On va juste aller à la pub, les filles. On va partir à la pub et on va revenir. On va parler de ça. C'est l'heure de la pub. Bonjour et bienvenue, je suis Ali Diarasouba et vous assistez au débat Choco des familles ici. Moi, je suis allée à la Ali Diarasouba en train de faire ici là. Alors, on va, oui, tu voulais rebondir sur... Oui,
je suis d'accord avec elle. Elle a dit que on ne peut pas former quelqu'un qui n'a aucune base. Qui n'a pas la qualification nécessaire pour être dans commercial. la vente, comme Dija l'a dit. Parce que tu es censé, pour aller, je te laisse terminer, mais tu es censé, justement, tu n'as pas le temps. Tu es la directrice commerciale ou bien tu es patronne de ton entreprise. Tu embauches un directeur commercial ou un employé. C'est parce que cette personne-là sait déjà à la base quelles sont les stratégies qu'il doit mettre en place. C'est toi qui lui dis, voilà mon produit, voici telles les spécificités techniques de mon produit, je te laisse aller vendre. Moi, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir pour te former, alors que c'est ton travail, tu as fait une formation pour ça. C'est là où il y a un problème. Je rappelle que c'est la dernière partie de l'émission, on va maximiser. En fait, je pense que vous dites... La même chose. Exactement. Elle parle de formation sur le produit. Vous parlez de formation à la base. C'est-à-dire qu'il faut que la personne même soit formée d'abord un peu quand même. Parce qu'il y a quand même les techniques de base pour un commercial. À la base. Maintenant, après, il y a la formation pour faire de la personne ce qu'on peut appeler en griffe technico-commercial. Ça veut dire que la personne connaît les technicités sur le produit qu'elle s'en vend. Je suis d'accord. C'est normal. C'est On va jamais le régler si on ne règle pas. Merci, madame. Elle a dit quelque chose de grand. La base, c'est que les gens, disons, les jeunes gens s'orientent dans des filières parce que ce sont des filières qui sont disponibles. Pas par pure passion de la chose. Moi, par contre, quand je suis allée à l'université en lettres modernes, j'ai vu que j'ai rien à faire avec les lettres modernes. Imaginez-moi en train d'enseigner la grammaire et autres. C'est pas mon truc. Moi, j'aime vendre. J'ai fait les lettres modernes. Après, je me suis orientée moi-même dans la filière que je voulais. Je suis allée en gestion commerciale, marketing. D'accord. Vous comprenez? Donc, il va falloir que depuis même les bancs de l'école, le primaire, on puisse savoir où est-ce que l'enfant veut, où est-ce qu'il veut s'orienter. Et on oriente là-bas. Il faudrait qu'il y ait des services appropriés pour pouvoir aider les jeunes gens à s'orienter. Parce qu'un commercial, parce qu'il a fait gestion commerciale, c'est ce qui était disponible, qui arrive dans ton entreprise, c'est disons, quelqu'un encore à qui on doit donner formation sur formation pour qu'il puisse s'adapter à la chose. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont fait une filière et qui bossent dans quelque chose de totalement différent. Parce qu'ils ont développé une certaine aptitude au fil du temps. La reconversion professionnelle, ça existe. Et même les jeunes, un jeune à 17 ans, tu lui demandes ce qu'il veut faire, il te dit, à 25 ans, il change. Parce que la réalité de la vie a changé. Donc, si on dit à un enfant, bon, comme toi, c'est mécanique, là, on te met en mécanique et qu'à 25 ans, il se rend compte que ça sera la même chose, parce qu'il va changer, il va se réorienter et il va devoir réapprendre encore. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas de trouver la passion de la personne à la base, mais c'est de laisser les talents éclore. Parce que parfois, tu es en train de faire quelque chose, tu te rends compte que tu n'es pas pour ça, tu changes. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire par rapport au recrutement, c'est qu'il faut faire maintenant des recrutements pratiques. Il faut arrêter de discuter avec les gens. Tu es journaliste, écris. On regarde ce que tu sais faire. Les cabinets de recrutement. Tu vois, tu écris. Tu es commercial, vends-moi ce produit. Si tu es chaud, tu es chaud et tu es cuisinière, tu cuisines. Mais ça, c'est le système anglophone. Il y a deux points qu'il faut qu'on aborde impérativement avant. Ce qui a fait qu'on l'a traité de personnes qui travaillent comme les Chinois, c'est que les employés ne sont pas forcément disponibles. Est-ce que l'employé doit être à l'entière disposition? C'est-à-dire que tu l'appelles à 7 h, il est disponible, tu l'appelles à 22 h, il est disponible pour une urgence. Alors, moi, je peux répondre à ça. Dans les pays anglophones, l'employé a tellement envie de monter, c'est-à-dire que de graduation, c'est-à-dire que c'est comme ici, là, en animatrice, si tu es la meilleure, on te met directement directrice de programme, ainsi de suite, tu montes. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça. Donc l'employé peut pas être disponible par rapport à quoi? C'est un même salaire que tu vas lui donner. Alors c'est ça la réalité du terrain en fait. Non, c'est la réalité. Ce ne sont pas les mêmes que les conventions aux États-Unis ou ici, malheureusement, il y a un certain niveau horaire à respecter dans la journée. Si tu fais au-delà de ça, tu es payé tu as des heures supplémentaires qu'on te paye. Ça, c'est en accord avec ton employeur. Donc vous pensez qu'ils ne sont pas obligés d'être disponibles à tout moment? Je pense que mélanger deux systèmes qui n'ont pas la même source, ça ne va pas donner un bon résultat. Je suis d'accord que c'est bon d'avoir un employé qu'on sent disponible pour l'entreprise. Mais ce n'est pas forcément celui-là qui est le meilleur. Exactement. Il faut que l'employeur puisse permettre à l'employé de s'épanouir également dans sa vie d'être humain. Donc, avoir un employé jamais disponible,
Je pense qu'on se rend compte tout de suite qu'on a un employé qui n'est pas motivé. Parce qu'il y a des choses pour ton travail. Quelquefois, tu laisses ton fils, quelquefois même à la voisine, parce que professionnellement, tu as quelque chose à faire et qui te trône dans la tête. C'est une chose. Mais vouloir que l'employé soit disponible à tout moment, je pense que c'est un peu exagéré. C'est trop demandé. Moi, ce que je pense, en même temps aussi, il ne faut pas confondre l'employé à un esclave. Il y a ça aussi. Les gens ont dit ça sur Facebook. Ça a été beaucoup dit. Parce qu'après, souvent, l'employeur s'est dit, je l'aide, je lui donne un salaire. Donc, l'employé doit être à ma disposition. C'est pas possible. Moi, ce que je pense, j'ai dit parfois, l'employeur peut se le dire. Parce qu'après, on embauche quelqu'un parce que la personne produit. Donc, ce n'est pas pour les beaux yeux de l'employé qu'on l'emploie, mais c'est par rapport à ce qu'il fait pour la boîte qu'on l'emploie. Bien sûr. Si on part sur ça, sur cette base, et qu'on arrive à motiver l'employé, il peut peut-être à 22 h aller faire une course. Mais quels sont les facteurs de motivation? Attends, ça dépend de chaque patron. Je pense qu'on a eu à parler de ça. On a eu à parler de ça tout à l'heure, les motivations. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Après, l'employé peut faire ça une fois en passant. Mais quand ça devient récurrent et tout. On n'appelle pas n'importe qui à 7 h ni à 22 h. Ça dépend du contexte, disons, du poste que vous occupez. Imagine, en finance des marchés chez nous, le marché bouge 24 heures sur 24. On a placé des positions, par exemple, qu'il faut rapidement clôturer avant l'ouverture du bureau. Je t'appelle à 7 h. Oh, clôture-moi ça rapidement parce que peut-être je suis à l'aéroport ou dans un vol, tu n'es pas disponible. Une fois, 2 fois. 22 h. Je peux quand même te réveiller parce que c'est des millions qu'on draine sur le marché. S'il te plaît, est-ce que tu peux, par exemple, l'électricité s'est coupée, le groupe n'a pas démarré automatiquement, les positions sont en marche, s'il te plaît, prends la voiture, va le gars, il dort. Démarrer, il dort, il décroche pas. Ça doit être contractualisé. Donc c'est ça, en fait, je comprends qu'on a fait la vision voir toutes ces choses également. Parce que je dis pas prévoir, ce que je dis dans le départ, ça dépend du Il y a des métiers que quand vous choisissez, vous savez que quand vous choisissez un tel métier, vous ne pourrez jamais passer les fêtes avec votre famille. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi j'ai dit avec les Ivoiriens, j'ai eu autant de problèmes comme ça parce que eux, vous n'avez pas. Je pense que vous êtes anglophone, mais peut-être que vous avez raté. Non, je suis ivoirienne. Oui, mais la partie d'anglophone, vous avez raté. Il y a des Une petite partie. Moi, je ne pense même pas que ça puisse poser un problème. Est-ce que vous donnez... Nous, par exemple, moi, je suis informaticien. Il nous arrivait, par moment, de sortir de la maison à 2 h du matin. Oui, il y a des boulots clés, en fait, où tu peux pas... Ça ne pose pas de problème. Mais ça serait à demander à la dame. S'inscrire dans le contrat, mais ça va de soi. Ouais, ça va de soi. Vous êtes, par exemple, responsable, vous êtes directrice des ressources humaines ou responsable des ressources humaines, et vous savez que pour certains cas de maladie, par exemple, au niveau de l'assurance des salariés, on pourrait vous demander un accord quand vous ne... Personne ne va inscrire ça dans votre contrat, mais dans votre conscience professionnelle, vous savez qu'avoir votre téléphone ouvert peut sauver la vie de quelqu'un. Moi, je vais demander à la Je dame. pense qu'il y a des types de métiers. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il va demander à la dame. Il faut y aller avec son cœur. Sur, par exemple, ce point-là, il peut aussi y avoir des éléments de motivation en amont. Je prends un exemple. Je sors de chez moi une nuit à 2 h, je vais bosser, je reviens, tout fonctionne. J'arrive à 9 h, le patron m'écrit dessus, me dit pourquoi je suis arrivé en retard. Ça, c'est un exemple qui peut susciter de la démotivation chez moi. La prochaine fois. Parce que la prochaine fois, à 22 h, là, j'attends 8 h. La personne ne va pas t'appeler. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, moi, je veux dire à la dame, justement, dis-nous, vous êtes plein, il faut répondre aussi rapidement. Quand vous dites que la personne ne peut pas venir, n'est pas disponible, parce que vous donnez quoi à la personne? Est-ce que la personne a un pourcentage sur les millions que vous allez gagner, bien la personne garde son salaire? Oui, bien sûr. Il y a la commission dessus. Il y a la commission. Est-ce qu'il y a la commission? Il a des commissions. Ah, ben ça qui n'est pas motivé, il faut nous prendre. Voilà, ça qui n'est pas motivé. Alors, autre chose. On ne peut pas laisser la Oui, oui. Autre point. On va parler, dans le texte, c'est que les gens qui travaillent pour l'État, là, eux-mêmes, c'est pas la peine. Mais tu dis, ils ont l'impression que l'État, là, c'est leur maison. Ceux qui sont dans les... Bon, je ne vais pas dire les noms de certains coins ici, mais ils sont, vous les connaissez, non? Les fonctionnaires, là. Je vais t'expliquer une histoire qui a te choqué. J'ai rendez-vous avec un ministre entre griffes pour un projet. J'arrive et il y a un monsieur qui est assis, qui se plaint. Il dit, mais le monsieur, mais il se plaint tout, pourquoi? On avait rendez-vous à 15 h. Le ministre nous a reçus à 20 h. Et le monsieur dit que souvent, il finit les réunions à 4 h du matin et à 6 h, il doit être au travail. Le ministre, il s'est endormi, lui, à 6 h, il est là. Par exemple, ça, c'est une fonction, tu sais que tu es obligé de vivre cette semaine. Nous, comme ça, là, on parle nous d'événements tous les jours à 7 h. D'accord, donc là, on parle des fonctionnaires, hein? Les fonctionnaires, dans les bureaux où on s'en va, là. Ils sont au plateau. Déjà, pour Dieu merci, on ne va pas
cracher seulement sur eux. Au niveau des pièces administratives, ça va mieux. OK. Voilà, ça va beaucoup mieux. Parce qu'avant, pour un simple document, tu pouvais faire 4 allers-retours, 5 allers-retours, graisser la patte ici à droite, merci. Il faut connaître un tonton ou bien une tante là-bas à qui tu vas donner un peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour, on ne renvoie pas à la fonction publique. Donc, si tu veux faire, il faut faire ce que tu veux. J'ai pas d'informations. Peut-être que c'est vrai. Moi, je connais des gens qui ne vont même pas travailler. Et puis, on les paye. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Je veux rentrer à la fonction publique parce que j'ai besoin d'assez de temps pour pouvoir gérer mes affaires. Voilà. Donc, la fonction publique, c'est un endroit où on a assez de temps. Alors que c'est, disons, c'est aussi une entité qui emploie. Moi, je pense que c'est quelque chose qui dépend toujours de l'autorité qui gère. Moi, j'ai eu à côtoyer pour des services administratifs, des endroits où, effectivement, on sent ce laxisme-là. Mais il y en a où vous ne pouvez pas vous amuser parce que la patronne de cette direction-là, elle gère des fonctionnaires. On a besoin de beaucoup de gens comme ça. De ce service-là ne laisse pas. Ils ne sont tellement pas habitués à ce type de management-là. Quand il y a un employeur qui est rigoureux, on dit qu'il est méchant. Voilà. Simplement parce qu'il en attend de résultats. Laisse-moi te dire que l'employeur méchant en Côte d'Ivoire est celui qui obtient plus de résultats dans son entreprise. Mais bien sûr, c'est pas péjoratif. On parle pas de méchanceté même. D'employeurs africains qui sont très bien, mais les employés, les sociétés françaises, les sociétés occidentales qui emploient des gens ici, la charge de travail que les personnes ont, ils ne se plaignent pas pour autant. Hein. Donc, parce que après, ils sont bien payés aussi. Est-ce que c'est parce qu'à la fonction publique, il n'y a pas un patron qui est là, qui suit tout le monde tous les jours et que tout le monde est livré un peu? Non. Il y a des choses. Peut-être que je ne suis pas encore ancien fonctionnaire, mais je suis fonctionnaire quand même depuis septembre. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut dire qu'à la fonction publique, on peut avoir du temps. Parce qu'il y a quand même des horaires qui sont bien balisés. Et puis, on vous qui aimez aller manger à midi, là. Et puis, on peut ne pas avoir, la pression qu'on a dans le privé. Oui, tout à fait. OK. Maintenant, après, non, on a décidé de ne pas avoir la pression qu'on a dans le privé. Sinon, c'est le même travail, je pense. Non, c'est pas. Même, une tâche est tellement partagée par quatre que bon. Même dans le privé, en fonction des secteurs, les gens n'ont pas les mêmes pressions. Effectivement. Ah oui, d'accord. Parfois même, en fonction de la ligne des services, vous n'avez pas la même pression. Ouais. D'accord. On peut poser la question à 20 millions à la dame. Au niveau de la fonction publique, ce qu'on attend d'un fonctionnaire, c'est d'abord la conscience professionnelle. C'est ça. En fait, tout part de là. Si vous n'avez pas la conscience professionnelle, ayez le chiffre le plus sévère du monde. À chaque fois que vous avez une petite opportunité de ne pas être dans les bottes, vous sortez. Donc, il faut former les Ivoiriens à la conscience professionnelle. Je pense que c'est très bien dit. Madame la DRH, c'est une question qui me démange. La question à 20 millions. Combien de temps on peut rester dans un stage? C'est-à-dire, pour un jeune qui est stagiaire... OK, on va aller rapidement. Combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans, pas habiter, c'est 10 ans. Je pense que la loi a balisé pour 1 an. Pour un an maximum. D'accord. Et le stagiaire, il fait quoi? Il achète les bananes braisées ou... On l'envoie à midi. Bon, après, peut-être que pour certains services, quelqu'un disait un jour qu'on le forme à l'humilité en l'envoyant. C'est comme en 6e quand j'arrive. Non. Il est là pour apprendre quelque chose. Il faut lui apprendre ce pourquoi il est là. Parce on a des personnes qui vont faire 1 an de stage qui ne vont jamais savoir faire une des choses. Parce qu'il faut noter aussi que quelquefois, vous entrez dans certains endroits où ils ont l'impression que quand on vous apprend, c'est pour nous remplacer. Donc, on ne vous apprendra pas grand-chose. Oui, vas-y Aurélie, juste une dernière question. Vous êtes DRH. Parce que tout le monde ne peut pas forcément faire appel à un cabinet de recrutement. Donc, quand vous recevez des gens qui cherchent du boulot en entreprise, quels sont les petits tics ou les astuces qui peuvent nous permettre de savoir que cet employé est potentiellement le bon? Pour des personnes comme nous qui peuvent pas... L'entretien. Je pense que tout dépend de l'activité pour laquelle... Commercial, par exemple. Voilà, par exemple, pour un commercial, effectivement, la timidité serait un frein. Mais ça dépend de quel type de timidité. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas forcément comme moi, qui ne sont pas forcément, mais qui peuvent vous convaincre sur un achat. Donc, tout est question du poste. Il y en a pour lesquels on a besoin de personnes qui bougent beaucoup. Il y en a où on a besoin de personnes discrètes. Poser toutes les questions du poste pour lequel on recrute. Donc, l'entretien est toujours bon. Bon, je pense que là, on est déjà à la fin de cette émission. Déjà? C'est incroyable. Une fois que j'ai aimé, là, oh là là. Je vais juste, malheureusement, je ne pourrais pas faire un tour de table, mais je vais juste prendre l'avis d'Alice, après tout ce qu'on a dit là. Alice, je peux parler en anglais. Est-ce que tu vas
vas te dire que ce que tu as dit là, ça va, tu as généralisé. Tu n'aurais peut-être pas dû généraliser finalement. As-tu changé d'avis? J'ai dit ma difficulté avec les Ivoiriens. OK. C'est comme on dit, ma difficulté avec les hommes. On ne parle pas forcément de tous les hommes. On ne parle pas forcément, voilà. Et aussi, quand vous dites qu'il y a des Ivoiriens qui travaillent bien, vous ne parlez pas aussi de tous les Ivoiriens. C'est ça. Donc, chacun a son expérience et en fonction de cela, apporte ses critiques. Et moi, c'est comme ce qu'il a dit, je veux surtout appuyer sur la conscience professionnelle. Ça, c'est le plus important et c'est le point marqueur même dans le fait d'être un entrepreneur spirituel. Top. Dis-nous, Kissinger. Bon, je pense que dans le fond, on n'a jamais été en total désaccord. Ouais. Voilà, mais en fait, il ne fallait pas généraliser. C'est ça. Et aussi, il faut ramener la balle dans le camp des employeurs. Quand vous voulez un bon employé, soyez un bon employeur. Un bon employeur. DRH? Je dirais que on a de bons profils en Côte d'Ivoire. On a de bonnes personnes pour travailler. Il faut inscrire les travailleurs dans l'esprit de l'entreprise. Il faut que la culture d'entreprise soit partagée. Il faut que les objectifs de l'entreprise soient ceux que les salariés s'approprient. Dans cette condition-là, ça marche toujours. D'accord. Et moi, je vais finir sur cette citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir ». Donc, je rejoins un peu Kissinger. Si tu veux qu'une personne change ou quoi, il faut lui montrer la route. Souvent, il faut attraper la main de quelqu'un pour marcher. Merci de nous avoir suivis. C'était le débat choco des femmes d'ici. Vous pouvez nous envoyer toutes vos félicitations. Pas de souci. Bisous, bisous. Bye bye. Bye.